Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Vidéo Club, épisode 15. Un épisode chaotique, on va pas vous cacher, c'est vrai que dans les studios c'est le chaos, l'équipe est décimée de la fatigue, il y a des absences malheureusement aujourd'hui dans l'équipe, Florian et Théa ne sont pas là, on les salue. Par contre, le reste de l'équipe, un peu en piteux état mais présente jusqu'au bout, est ici. Salut l'équipe, comment ça va? Salut mec. Eh ben évidemment, comme d'habitude, on a la personne qui va se trouver en face de moi, Roberto. Salut Roberto. Salut mec, c'est moi. Comment vas-tu? Bah ça va très bien, j'allais un peu en PLS le matin, mais franchement là je suis nickel. C'est vrai que maintenant la fatigue a un peu décimé parce que c'est vrai qu'on a passé un peu une soirée tous ensemble les trois. Ouais. C'est vrai que déjà au préalable on était fatigués, en plus on s'est retrouvés encore hier soir, c'est vrai que ça a un peu mis un coup, mais on s'est retrouvés pour des bonnes raisons parce qu'on s'est retrouvés pour préparer l'émission d'aujourd'hui, pour préparer pas mal d'autres choses. Vous verrez, on vous parlera un peu de ça juste après, mais surtout on va terminer un peu le tour de table avec Elsa qui est aussi présente. Salut Elsa. Salut. Bah écoute, ouais effectivement, t'as bien résumé mon état, c'est-à-dire très très fatigué, mais on est là quoi. Puis on va pouvoir vous présenter des films qui sont très intéressants. Donc voilà, avec une petite annonce que tu vas peut-être faire plus tard, à pas piquer des hannetons, mais ça c'est pour la fin. Exactement, alors tout d'abord pour reprendre un peu le projet d'aujourd'hui, tout d'abord on va commencer avec le petit planning. Alors le petit planning, aujourd'hui on a 4 petits films à vous proposer, et étant donné que le mois d'octobre vient de se terminer, qui dit mois d'octobre dit mois de froussard, mois d'Halloween, mois d'horreur, et donc on a quand même pas mal de films d'horreur à vous présenter aujourd'hui, en tout cas des films à thématique horrifique. On va commencer d'ailleurs avec Wendell et Wild, le dernier film du réalisateur qui avait pu nous pondre Coraline, mais aussi L'étrange Noël de Monsieur Tchak. On passera par ensuite avec un film d'horreur appelé X, donc voilà, simple lettre X. On passera ensuite avec un petit film Netflix, Robbing Mussolini. Et enfin, on vous parlera d'un petit fan footage horrifique qui vient de sortir, qui s'appelle Deadstream. Mais avant tout ça, il est fondamental de faire une petite annonce. Et oui, parce que pour les personnes qui peut-être n'ont pas allé jusqu'au bout de l'émission, il est important de vous tenir au courant de l'avancée de Vidéo Club, de l'émission et de comment l'émission se transforme. Et on a une super nouvelle à vous annoncer. Depuis plusieurs émissions, on vous parle de cette envie de continuer à faire évoluer le format de Vidéo Club et de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Et d'ailleurs, ce contenu de qualité, il va arriver très très vite parce que Vidéo Club va reprendre ces fameuses interviews, ces fameux petits moments talk avec des invités exceptionnels. Alors on avait déjà pu faire cela avec l'équipe de Tu Chou Tout Tu Pointe, le festival de court-métrage sur Lausanne, mais on avait pu aussi le faire avec une jeune débutante actrice qui s'appelait Noah, qui était venue dans le studio que nous avions interviewé. Et on reprend les interviews avec une interview qui sortira cette semaine. Donc l'épisode est diffusé mercredi, celui-là que vous êtes en train d'écouter, mais au courant de cette semaine, vous aurez une interview exceptionnelle avec Simone Génie, qui est tout simplement la responsable, l'organisatrice de la nuit des courts-métrages, festival de courts-métrages qui se diffuse dans toute la Suisse. Une interview à peu près de 1 heure, 1 heure et demie avec justement Simone qui nous parlera de la question du court-métrage en Suisse, de la question du court-métrage tout court, de l'état du cinéma suisse et de son festival, la nuit des courts-métrages. Alors on vous invite vraiment à foncer le voir dès que vous pourrez avoir l'occasion, et surtout guettez nos réseaux sociaux car il y a des petits cadeaux qu'on peut vous proposer. Alors vous verrez dans l'épisode, on en parlera, et surtout vous verrez sur nos réseaux sociaux. Foncez sur nos réseaux sociaux, participez aux petits trucs qu'on a mis en place. Mais voilà, en tout cas, c'était un peu pour le détail du début du jour. Trêve de bavardage, j'ai envie de dire, commençons directement avec notre programme du jour, commençons directement avec notre tout premier film, Wendell et Wild. I know what you are, Cat. You're a Hell Maiden. But it has to be our secret. That's how I can protect you. Protect me from what? Your demons. Whoa! I'm having a vision! A green-headed girl. She seems so real. Greetings. We are the magician morticians, the artistes of the afterlife.
Wendell et Wild est donc le dernier film réalisé par Henry Selick. Alors Henry Selick, comme je vous l'avais dit, c'est un réalisateur qui est bizarrement très peu connu, et pourtant c'est quand même un réalisateur que probablement beaucoup d'entre vous avez pu voir. Comme je l'ai dit en introduction, il a réalisé Coraline qui avait fait un sacré carton à l'époque, mais évidemment l'un des plus grands classiques du cinéma d'animation que peut-être beaucoup de personnes et qui malheureusement à tort donne la réalisation à Tim Burton, eh bien c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack qui a été justement réalisé par Henry Selick, et il revient du coup alors quand même plus de 10 ans après son dernier film, après Coraline, avec ce film Wendell et Wild, coproduit et scénarisé d'ailleurs par Jordan Peele. Donc Jordan Peele évidemment, on avait pu déjà en parler dans cette émission. Avec Nope. Avec Nope évidemment, mais très très grand réalisateur états-unien extrêmement important. On a aussi évidemment Keegan-Michael Kay qui joue en tant qu'acteur, mais voilà. Pour un petit bref tour des acteurs, on a évidemment Keegan-Michael Kay, Jordan Peele. C'est vrai qu'on verra que ce duo-là, Keegan-Michael Kay et Jordan Peele, vont avoir un rôle important. Pour le synopsis, Wendell et Wild est une comédie suivant deux frères démons qui doivent faire face à leur ennemi juré, la religieuse sœur Ellie, à l'aide de leurs deux alcoolites, les adolescentes Goth, Kat et Raoul. Je propose d'abord de donner la parole peut-être à l'une des deux chroniqueuses qui sont ici à cette table. Parce que peut-être on va commencer avec toi, Elsa. Qu'est-ce que t'en as pensé de Wendell et Wild ? Bah écoute, déjà, on va commencer par les points positifs. Points positifs, je dirais l'animation, bien évidemment, bon, quand même, il fallait s'attendre à une animation de bonne qualité, et je trouve vraiment que c'était de la qualité, tout simplement. Voilà, j'aime beaucoup l'imagerie, et puis tout ce qui est un peu imagerie horrifique, ésotérique. Là, on parle beaucoup d'ésotérisme pour le coup. Aussi du point de vue de l'humour, des fois il y a des petites scènes d'humour ou des petites vannes et tout qu'on peut retrouver qui sont sympathiques. Voilà, scénario, moi je trouve un scénario classique, et pour moi c'est pas un scénario on va dire de film d'adulte, mais c'est beaucoup un scénario vraiment de teen movie aussi, que je trouve, et même la morale de la fin, bah, je trouve que c'est un peu un truc pour adolescents et pas forcément pour adultes, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une petite critique. En général, quelque chose de bien, voilà, un film popcorn qu'on peut voir avec toute la famille, justement, pour Halloween. Voilà, donc on va dire que c'est des graphiques horrifiques, mais voilà, pas violents non plus. Donc voilà, on va dire que ça passe un film popcorn comme voilà, lambda. Donc c'est un film, on va dire... bien, pas extraordinaire non plus, mais bien, voilà, ça passe. Bah moi j'ai pensé un peu au film de la même façon que vous. C'est un film que je m'attendais beaucoup parce qu'évidemment Jordan Peele, toute personne qui a regardé un peu de cinéma dernièrement, qui se fait un petit Othello de merde, pense que Jordan Peele est un dieu. Du coup je m'attendais que c'était Très pas mal, tu vois. Et en fait, bah il était pas mauvais, comme a dit Elsa, il était pas bien, mais il était pas mauvais. C'était un scénario assez intéressant, enfin pas le scénario en soi, mais la manière dont on le posait, évidemment avec le réalisateur que ça a, c'est un peu le même vibe de Halloween, un peu bizarre quand on regarde, et que c'est un peu la bizarreté de l'image qui fait qu'on adore en fait, et qu'on peut vraiment entrer dans le délire. Mis à part ça, franchement, il n'y avait pas beaucoup à reporter, comme a dit Elsa et comme on a beaucoup en parlé avant, c'était une teen movie sans beaucoup plus, sans beaucoup moins. Eh bien, c'est vrai que... Alors, je vois un peu ce que vous dites un peu tous les deux, et moi, je veux dire, je suis assez d'accord avec vous, dans le sens que je pense que je suis un peu resté sur ma faim, parce que... Alors, je pense qu'on est tous d'accord sur un grand élément, l'animation, c'est le très grand point positif de ce film. Je pense que... De ouf. Je pense qu'en termes d'imagerie, je pense qu'en termes d'animation, etc., on est... Mais aussi le voice acting. Oui, le voice acting est très intéressant, surtout qu'on l'a vu en VO. Alors, je ne sais pas comment est la VF, mais en tout cas, la VO est extrêmement intéressante, et hyper bien interprétée d'ailleurs par Jordan Peele et justement Keegan-Michael Kay qui joue justement le rôle des deux démons. Et qui se connaissent très bien en plus parce qu'ils étaient camarades quand ils travaillaient pour Comédie Centrale. Exactement. Où il faisait les sketchs, on vous invite vraiment à aller voir les sketchs qu'il faisait, parce que en fait tu retrouves un peu du Comédie Centrale dans justement l'altercation entre les deux personnages, ou plutôt la relation entre les deux personnages. On retrouve beaucoup des classiques un peu de Comédie Centrale et des sketchs que pouvait faire déjà... Tu veux dire le sens de l'humour ?
Voilà, exactement, un peu dans le sens de l'humour et même dans comment ils fonctionnent un peu ces deux personnages, dans leur amitié, mais dans leur opposition. Je pense que tu retrouves beaucoup du comédie centrale. Maintenant, pour revenir un peu dans cette question de l'imagerie, moi, je me suis un peu renseigné sur le film et j'ai un peu essayé de lire un peu ce qu'il y avait un peu autour du film. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques qui disaient un truc, c'est que l'imagerie est horrifique, mais elle est jamais vraiment flippante. Parce que quand on le compare à d'autres films qu'avait pu faire le réalisateur, alors moi, j'ai pas pu voir Coraline, mais par contre, si on prend L'étrange Noël de Monsieur Jack, L'étrange Noël de Monsieur Jack, encore maintenant, il y a des imageries qui sont vraiment glauquissimes, qui sont vraiment Coraline très encore sombres. plus. Coraline, j'ai pas vu. Moi aussi, je peux te On dire m'a dit que Coraline, du bien. On m'a ouais. vraiment dit que du Ouais, bien de ce franchement, oui. film qui apparemment est incroyable. Mais donc, du coup, tu peux le confirmer, Coraline, il y a aussi des trucs hyper sombres. Mais en vrai, je dirais que ce film, c'est vraiment un bémol dans une très bonne carrière de film. Aurait fait Ouais, de film de ce type-là, quoi. Ouais, moi je pense qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu aseptisé. Pour moi, c'est une forme de film qui aurait pu être un peu plus loin, mais qui a été très aseptisé. Je pense que le rare moment où on voit un moment où t'as vraiment ce truc-là un peu sombre, un peu violent, c'est au début avec les fantômes qui souffrent. Tu sais, tout ce moment un peu d'enfer. En gros, on avait trouvé au début, un des premiers trucs qu'on nous montre, c'est un peu un Hadès ou un Averne de l'univers du film, dans lequel il y a les âmes qui sont maudites, qui sont en train de souffrir, et le diable, si on veut l'appeler comme ça, en vrai, il prend du plaisir à faire ça, et en fait, il joue un peu avec ses âmes tel un chat avec sa Ouais, proie, c'est quoi. ça. Et c'est vraiment le seul moment dans lequel on voit un truc qui est relativement gore, mis à part quand même, mais je dirais pas que c'était tellement gore, mais l'utilisation banale de la mort avec un petit animalito, un petit animal qui apparaît à un moment. Ouais. Mais à part ça, franchement, il n'y a pas beaucoup de gore. Non, c'est vachement calme en fait, je trouve, par rapport aux autres films. Donc, si toi tu l'as vu, Coraline, ou etc., il y a un peu ce truc-là où c'est vachement aseptisé. Et je pense que c'est pas le plus gros défaut que je donnerais au film. Moi, personnellement, ce qui m'a vraiment laissé beaucoup trop sur ma faim et ce qui m'a fait un peu être un peu distant par rapport au film, c'est que moi j'arrive pas à entrer dans l'histoire, malheureusement. Je trouve qu'il y a un vrai problème de scénario. Enfin, je me perds beaucoup trop dans ce blougi-boulga d'histoires mélangées. Je veux dire, on suit dans ce même film deux trames, on pourrait dire, qui vont se rejoindre à un moment donné, à savoir la trame des deux démons et la trame du personnage principal, qui est en fait littéralement une punk un peu goth, etc. Qui est à ça de qui dire s'appelle comme Kat. Batman, qui a à dire comme Batman, t'es pas mon père. Exactement. C'est vraiment à la limite de dire ça, quoi. Qui a un côté très émo, très... Mais par contre, je trouve le chara-design du personnage très cool. Ouais, Je trouve que le personnage est clairement. très cool, très stylé, peut-être un peu too much, mais en même Mais on temps... revient au même point d'avant, que c'est vraiment le point esthétique et le bon point fort de ce film. Exactement, c'est un point très positif, même s'il y a malheureusement un peu moins de ça. Mais c'est Même vrai le que... design des morts, du coup, Oui. qu'à un moment vont apparaître, Mhm. c'est un bon design. Tu Ouais. le vois et tu prends plaisir à le regarder, en fait. Mais peut-être aussi pour cette question de aseptisation, on va dire, de tout ce qui est gore ou horrifique ou quoi, c'est peut-être un truc lié aux guidelines de Netflix. Et Peut-être. ça, à mon avis, ça c'est un truc à creuser encore plus. Mais c'est vrai que, par exemple, pour une autre série, 13 Reasons Why, je crois qu'il y Oui, bien avait justement une scène qui a été coupée, enfin du moins enlevée parce que de base elle y était Après dans la série. diffusion, ouais, exactement. Après diffusion, parce que voilà, c'était beaucoup trop violent, etc., etc. Alors ça, c'est peut-être une piste à creuser qu'on fera peut-être en off, mais à mon avis, c'est à cause de la guideline Netflix. Ce que Coraline et l'étrange Noël de Monsieur Jack n'ont pas eu voilà, pendant la production, etc., etc. Donc je pense qu'il y a peut-être un lien avec ça, et puis peut-être il y a des scènes coupées qui ont... Voilà, qu'ils ont dû couper et que c'était beaucoup trop violent ou voilà, horrifique pour les enfants et pour Netflix. Peut-être il faudrait creuser un peu derrière, c'est une possibilité. Exactement. Petit point positif, mais ça c'est personnel aussi pour ce film, c'est que j'ai beaucoup aimé les bandes son et les musiques qui ont été utilisées justement, qui Oui, sont c'est assez vrai. alternatives. Voilà, et puis même pour la représentation des personnages. C'est cool qu'il n'y ait pas que des personnes caucasiennes qui ont qui ont des entreprises ou quoi que ce soit. Moi, j'ai trouvé ça hyper bien aussi niveau représentation. Surtout qu'il y a une énorme critique à faire de chez Tim Burton, justement, qui, lui, il avait dit justement que les personnages, c'était mieux que ce soit des personnes caucasiennes, etc. Parce que, oui,
Oui, il avait dit. Il y avait un truc comme ça avec Tim Burton. Ah, ça, j'étais pas du tout au courant. Si, il y avait un truc comme ça avec Tim Burton. En gros, en fait, il visionnait pas ses personnages en étant autre chose que caucasienne. Un truc comme ça. Blanche, du coup. Ouais, Voilà. Donc. Mais c'est vrai que pour revenir un peu sur la structure du film en elle-même, parce que c'est vrai qu'il y a un truc qu'on a vite fait aborder, mais c'est pour l'histoire. Encore une fois, moi je me suis un peu perdu dans cette histoire. Moi j'avoue m'être un peu perdu. Moi, la ligne Trouver le scénaristique, scénario qui est parti un peu à droite à gauche malheureusement. J'avoue que l'histoire m'a pas pris. Je sais pas si ce que c'est parce que comme tu disais Elsa, c'est une structure très classique d'un personnage enfantin qui a perdu ses parents et qui du coup doit se reconstruire, etc. Structure extrêmement classique. Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que l'histoire des Diablotins est plus intéressante que l'histoire du personnage féminin? Est-ce que... Je sais pas. Je pense qu'il y a un problème d'écriture, un problème de scénario qui en fait s'en dégage. Et là, je pense que c'est quelque chose qui, malheureusement, m'a un peu bloqué. Et c'est quand même dommage quand on a un film qui a une forme assez jolie et qui, en fait, n'arrive pas à tenir son histoire ou qui n'arrive pas à vraiment développer son histoire correctement. J'avoue que c'est un peu problématique ou qui, malheureusement... te détruit, alors que, et ça c'est un truc par contre qui est intéressant, et moi je viendrai un peu sur ce truc là, c'est que le message du film est intéressant parce que c'est quand même un grand film anti-prison, c'est quand même un film anti-carcéral sur beaucoup d'éléments, je veux dire, toute la thématique du film c'est autour de la question de la criminalisation des jeunes, de la punition Et pas que ça aussi, il y a aussi les grandes entreprises contre les petits villages. Exactement, d'où l'importance en fait de la représentation des personnes afro-américaines où justement il y a un peu cet élément-là qui est lié un peu à des questions sociétales, etc. Pour moi, franchement, dans ce film, il n'y a pas tellement cette question de la racialisation parce que, deux des principaux personnages qui seraient vus comme un peu, si on suit les structures qu'on en parle tout le temps, les deux blancs riches qui vont niquer le reste, du coup, les deux blancs sont pas blancs en fait. Le grand entrepreneur, il est renois, sa fille, elle est tismée, et c'est vraiment, elle est blonde, certes, mais elle est quand même tismée, tu vois. Et parmi les gens qui se font chier pour la grande entreprise, il y a de toutes les ethnies, tu vois. Du coup, pour moi, il n'y a pas tellement cette question de racialisation, même si, évidemment, le personnage principal est renois et que, du coup, ça emporte toute une signification parce qu'évidemment, Jordan Peele est connu pour faire pour travailler des questions raciales dans ce notamment film. sur la question de la prison, que ce film porte un élément important et les personnes racisées sont extrêmement majoritaires au sein de la prison. Mais quand même, je pense que dans le film... Ah, ok, peut-être dans la partie dans cette posture-là. Ouais, peut-être dans l'aspect contre l'incarcération massive, peut-être oui, qu'il y a un certain enjeu racial. Mais par contre, dans la partie de l'entreprise qui vient faire chier le village, moi je pense pas qu'il y a une échelle. Non, mais au moins il y a une représentation. Oui, il y a des personnes autres que blanches dans ce film, tu vois. Ouais. C'est ça le truc. Il y a des personnes qui sont latinos, il y a des personnes. Voilà, tu vois, il y a une mixité. C'est ça. Il y a aussi un personnage quasi principal, c'est pas principal, qui est. Personnage secondaire. Personnage secondaire qui est trans. Ouais, qui est un personnage trans. Ouais. Qui est un mini-enjeu, enfin un enjeu, non pas vraiment, mais en tout cas c'est cité en tant que c'est clairement pointé du doigt dans le film la question de la transidentité et puis de l'acceptation de la transidentité, exactement. Il est clairement mis du doigt. Ça moi je trouve que c'est vraiment un petit plus. Ouais, c'est un clin d'œil. Voilà. Non, pour moi, le message du film, en tout cas les messages du film sont extrêmement intéressants. Moi, je trouve que c'est rare de trouver un film contre l'incarcération comme ça, en tout cas un film d'animation qui parle de la question de l'incarcération. Moi, je trouve que c'est quand même assez rare de le trouver, ce genre de truc, et vraiment parce qu'il y a tout cette idée-là de une entreprise qui va vouloir mettre la prison et qui en fait, en plus, c'est cité comme un modèle économique. Plusieurs fois, ils te disent c'est notre modèle économique, c'est un modèle économique, c'est un modèle économique, et c'est pas un moyen d'aider les gens. Plusieurs fois, ils te le disent, non, nous, c'est que pour faire du bénéfice. Ce qui pourrait être très caricatural, mais à mon sens, ça l'est pas autant que ça. Pour moi, il y a quand même un vrai truc derrière, et encore une fois, on sent la patte dans le scénario de Jordan Peele, qui est un mec, en termes de qualité d'écriture, qui est extrêmement pertinent, je pense, sur beaucoup de choses. Ouais, en tout cas, oui, c'est vrai que Jordan Peele, il est connu pour être un mec qui sait bien approfondir dans des questions XY de poids politique pas mal important, en fait, mais je pense que dans ce film, en tout cas, il y a un peu, comment est-ce qu'on dit, mist, tu vois. Genre, le mec, il avait un objectif, et comme t'as dit, des idées qui étaient intéressantes d'un certain point de vue politique, mais le scénario, il laisse de quoi désirer, tu vois. C'est pour ça que je disais avant que c'est un film qui est bon, qui n'est pas bon, mais n'est pas mauvais non plus. Parce qu'il y a tout un fond qui est hyper intéressant,
et qui a beaucoup de potentialité, mais qui un peu va à côté, quoi. Mais c'est ça, pour moi, le scénario en lui-même est pas ouf en termes d'histoire. Par contre, le fond du scénario, il est hyper cool, je trouve, dans le message qu'il essaie de renvoyer. Mais en structure même, on s'en fout un peu. Bref, bienvenue à Video Club, l'émission des cinémas, des gens qui vont au cinéma et sont déçus parce qu'il y a de la potentialité, mais ils arrivent pas. C'est vrai qu'il a fait plusieurs émissions qu'on est un peu dans cette même situation où Ouais. on dit, putain, le message est cool. Je me dirais mais- si on a un problème psychologique, en fait. Peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'était notre avis sur Wendell et Wild. Donc vous avez compris qu'on est un peu mezzo sur le film. Voilà, certains ont trouvé ça sympa, mais sans plus, et d'autres un peu bof, rester sur leur faim. On vous laissera vous faire votre avis. Il est disponible directement sur Netflix et on va enchaîner avec un autre film, un film cette fois-ci beaucoup plus horrifique, X. Farmer's daughter, take one. I need to be famous, Wayne. All the best people are. There ain't nobody else out there like you. You know why? Why? 'Cause you got that X Factor. Our days of struggling may soon be over. Hollywood, here we come. So this is it. Our own studio backlot. I'm looking for a place to stay. Oh, yes, sir. That's one ugly son of a bitch. And my wife, Pearl, is next door. So I would appreciate a little discretion. You don't know what we're doing, does he? Well, it's better to beg for forgiveness than ask for permission. Would you like to come inside? X est donc un film réalisé par Ti West, réalisateur de films d'horreur que je connaissais personnellement pas énormément, à part pour une seule chose. Et ça me fait plaisir de pouvoir enfin vous en parler parce que moi je suis un très très grand fan de la saga VHS, qui est une saga d'anthologie d'horreur sortie il y a un bon bout de temps. Donc maintenant ils en sont au 4e opus, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 5e opus de la saga VHS. Mais en tout cas, alors pas tous de très très bonne qualité, en tout cas les très bons films je trouve de VHS sont VHS 1 et VHS 2, et du coup Ti West était le réalisateur de l'un du premier VHS, l'un des petits courts-métrages qu'il y avait dans le premier VHS, et il nous revient donc cette année en 2022 avec ce nouveau film X. Le synopsis de base: un groupe de cinéastes en plein essor se lance dans un voyage artistique nécessaire à la réalisation d'un film pornographique. L'hôte du lieu dans lequel le tournage doit se dérouler complique gravement la production d'une manière que l'équipe n'a jamais prévue. Je l'ai vu aujourd'hui, donc c'est un film qui est tout frais, et je dois vous dire que c'est une assez bonne surprise. Un film d'horreur made in A24. Alors A24, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maison de production états-unienne qui a réalisé quand même des sacrés chefs-d'œuvre en termes horrifiques, mais aussi en termes de films. Je vous conseille vraiment d'aller voir énormément de films A24. Alors, évidemment, de Green Knight, on en avait parlé au début d'année, mais c'est rempli de films. Under the Silver Lake, Midsommar, Hérédité. Qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre ? On pourrait parler de l'adaptation de Macbeth, qui était assez récente. Enfin bref, énormément de films A24, The Northman aussi, voilà, évidemment un film qui a été assez marquant cette année qu'on n'a pas parlé, mais A24, maison de production assez impressionnante, et en voyant ce film je me suis dit, essayons, pourquoi pas, moi qui aime A24, au pire ça sera un truc un peu gna-gna, au mieux ce sera sympathique, et en fait, évidemment c'était assez sympathique, un film intéressant. Alors je dirais que si c'était le premier film de quelqu'un, je trouverais ça assez incroyable, vu que c'est pas son premier film. Je trouve que c'est un slasher plutôt bien réalisé de A à Z, avec des thématiques pertinentes. Déjà pour juste la question un peu formelle de comment est réalisé le truc. Le film est beau, c'est bien cadré, la photo est assez sympa. Quand ça doit être glauque, c'est glauque. Quand ça doit être sombre, ça doit être sombre. Quand ça doit être lumineux, ça doit être lumineux. Il y a un travail de plan qui est assez présent, qui est assez riche de sens en plus de ça. Donc franchement, assez banco. Donc vraiment formellement, on est sur quelque chose d'assez intéressant. Le jeu d'acteur est pas forcément hallucinant au possible, mais en tout cas on reste dans quelque chose qui est crédible, et quand les personnages sont du surjeu, c'est un surjeu qui peut passer, et sincèrement ça permet de garder un peu ce vrai élément du film, à savoir qu'il y a une vraie sensation de flip qu'on a du début à la fin dans ce film, particulièrement d'un élément assez simple, c'est qu'on est quand même dans un film slasher à proprement parler, avec un ou des tueurs, ou en tout cas un tueur, et par contre le premier meurtre vous l'avez après 1 heure.
Alors, vous vous rappelez, dans le dernier épisode, on avait parlé d'Halloween, et je disais que c'était un énorme problème, qu'après 1h15 de film sur 1h45, on n'est toujours pas le premier meurtre. Et bien ici, c'est pas tellement le cas, parce que la peur vient d'autre part. On a des éléments horrifiques, on a des éléments de tension, on a justement cette atmosphère pesante qui s'installe avant même les premiers meurtres, et c'est quelque chose qui est fonctionnel. C'est quelque chose qui est extrêmement fonctionnel, et c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui arrive à te prendre aux tripes et qui arrive à te tenir en haleine. Et le début des premiers meurtres va encore créer quelque chose de plus, à savoir de l'effroi, de la violence, et un nouveau rythme qui va s'installer dans le film, à savoir un rythme beaucoup plus rapide. Et ça, c'est des éléments très intéressants, donc factuellement, la construction même du film est un bon film, construit de manière très intéressante. Mais ce qui, moi, en plus, m'a surpris, c'est en fait la thématique que le film aborde, parce que la question de la sexualité est vraiment posée au centre du récit, et en fait on va parler de frustration sexuelle, et notamment de la question de la sexualité quand l'âge avance, ou plutôt la sexualité chez les personnes les plus âgées, parce que tout l'enjeu du film traite de cette question-là, de la sexualité, du contrôle du corps, de la beauté, etc. Et il y a un truc qui se passe, le message arrive à marcher, il y a un respect de la connaissance du sujet qu'il a envie de traiter, de le traiter de manière correcte, de le traiter de manière juste. Après, peut-être un petit bémol, à savoir que je pense peut-être que la représentation des personnes âgées dans ce film, ou plutôt de la sexualité des personnes âgées, peut-être est montrée de manière un peu maladroite, va-t-on dire comme ça, ou peut-être elle est montrée de manière horrifique alors qu'elle ne devrait pas l'être. Mais voilà, tout le fond du film, c'est vraiment centré sur cette liberté sexuelle, cette libération sexuelle, notamment des personnages féminins, qui prennent une part extrêmement importante au sein du récit, qui prennent une place extrêmement importante au sein du cadre, et qui utilisent en fait la sexualité comme un mode échappatoire ou un mode d'émancipation, avec évidemment des subtilités et des différences, et aussi un petit message, on va dire, de fond sur la question de la religion et de l'intégrisme religieux, qui est à mon sens assez intéressant, et tout ce petit mélange-là fait que j'étais étonnamment très 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 surpris par le film. Alors évidemment, il y a quelques petits défauts qui surgissent un peu dans le film, notamment je trouve que certains screamers sont un peu putassiers. Malheureusement, je trouve que les screamers ne sont pas nécessaires dans le film. Des fois, le rythme peut avoir tendance à être assez calme, mais on garde quand même pas mal de choses qui sont très pertinents. La construction est cool. Enfin bref, je pense que c'est un film qui m'a pas mal étonné. Alors, faut pas vous attendre à un très très grand film. Par contre, si vous voulez vous taper une petite soirée popcorn, pizza, avec amis, et vous voulez vous mater un film d'horreur qui est pas trop con, qui est bien réalisé, qui est joli à mater et qui tient la route, eh ben je pense que X, c'est étonnamment un très très bon film pour cela. Mais du coup, comme film d'horreur, ce serait quoi? Ce serait un slasher? Ce serait quoi comme... À mon sens, c'est complètement un film qui reprend les codes du slasher. Oui, c'est complètement un film qui reprend... Alors, catégorie très large, c'est un film d'épouvante, c'est un thriller épouvante, un film d'horreur épouvante, qui du coup est complètement dans la ligne des slashers. C'est complètement un film slasher. Ok, donc du coup, est-ce que ça reprendrait aussi... Je sais pas, je ne l'ai pas vu le film. Est-ce que ça reprendrait aussi les codes du style, il y a la Final Girl qui arrive... Oui, exactement. Ok. Exactement, la Final Girl est présente, on a justement... Non, les codes des slashers est hyper présent. Hyper bonne. D'accord. Avec notamment la séparation des personnages entre eux qui va permettre aux tueurs d'attaquer l'un après l'autre les personnages. Les codes sont pas renouvelés, on va dire. Ça, c'est un truc assez important à dire. C'est vrai que les codes ne sont pas renouvelés dans ce film. On reprend les codes des slashers. Mais on y rajoute quelque chose qui est la thématique de la sexualité et qui est, à mon sens, une réalisation assez jolie. Ce qui fait qu'en fait, tu prends du plaisir à mater ça, tu prends un kiff et puis en même temps, il y a un côté très très cool. Donc il y a un message même est-ce que tu dirais féministe par rapport au message de la fin, on va dire, est-ce un film pour gauchistes? Voilà, est-ce un film de gauchistes? Est-ce que c'est un film pour gauchistes? Je ne sais pas. Encore une fois, moi je vous ai dit que la fin, en fait, sans vraiment spoiler, mais c'est pas vraiment un spoil, mais disons que un des éléments de fond est vraiment cette opposition entre une sexualité réprimée à cause de la religion, ou en tout cas partiellement à cause de la religion, et parce que la sexualité n'est plus vraiment considérée comme quelque chose d'utile ou qui n'est plus de ton âge, versus une jeunesse libérée qui utilise la sexualité pour s'émanciper. On est un peu dans cette opposition-là, et en fait, vous comprenez bien que la première catégorie, à savoir le blocage sexuel, en fait, c'est les méchants. Et c'est aussi, en fait, tout le cœur des méchants de ce film,
bah c'est ça, c'est ce blocage sexuel, c'est cette frustration sexuelle. Et d'ailleurs, moi, je m'en faisais une analyse assez simple, mais en fait, la violence de ce film vient toute la violence de ce film, elle vient de la misère sexuelle, et vient du manque de la sexualité. Et quand il y a manque de sexualité dans ce film, c'est là où il y a la violence qui se crée. Très freudien tout ça. Ouais. Très freudien. Disons que ça reste un truc en toile de fond. Disons que ça reste un truc de toile de fond, ça reste un élément très de fond qui pourrait être interprété d'une certaine manière, qui pourrait être vu comme une critique. Après, il faut pas non plus surinterpréter le film, faut quand même, c'est pas partir dans ce genre de choses. C'est un film qui traite de la question de la sexualité comme moyen de s'émanciper, ou plutôt comme le fait que quand il n'y a pas de sexualité, quand tu réprimes un désir, un plaisir, c'est là où la violence se crée. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de partir dans des analyses pseudo. Non, il y a des éléments demande, Que penserait... Non, mais je vous explique qu'il y a ces éléments-là, 2 ou 3 notamment sur la question de la religion qui arrive beaucoup à la fin, où il y a un petit twist très léger à partir d'une télévision, mais il y a cet élément-là de la religion qui un peu se dégage du récit. En tout cas, voilà, c'était mon avis sur le film X. Je vous conseille grandement d'aller le voir, vraiment film intéressant et surtout un bon film d'horreur en fait en cette période. Je pense que vraiment ça fait du bien d'avoir un petit film, pas prise de tête, pas un grand film non plus, mais un film plutôt sympathique qui tient la route. Et on va enchaîner tout de suite avec le prochain film de la sélection, à savoir Robbing Mussolini. Ti ha seguito qualcuno? Sono un professionista, ti ho detto. Ieri sera ho intercettato un messaggio cifrato sul tesoro di Mussolini. È la nostra occasione per riprenderci tutto quello che ci hanno rubato. La prefettura è un mattatoio. Ci servono solo 3 uomini. Devono per forza essere uomini. Il ladro, l'esperto d'esplosivi. Viva l'anarchia. L'autista. Giovanni Fabbri, il campione della 1000 miglia. Fabri non è affidabile. Perché? Vabbè, dai. Che cosa rubiamo? Robbing Mussolini, ou Braquer Mussolini en français, ou dans son titre original, parce que comme vous avez pu l'entendre, c'est un film italien. Donc son nom original, c'est Rapiniamo il Duce, ce qui veut dire concrètement... On braque le Duce. On braque le Duce. Et du coup, un film italien réalisé par Renato De Maria, film Netflix qui est sorti donc il y a quelques semaines. C'est littéralement son 5e film du réalisateur, donc son 5e long métrage. Le synopsis du film: à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un groupe de résistants organise le casse du siècle, voler le trésor de Mussolini au siège du régime fasciste à Milan. Roberto, tu as pu voir ce long métrage. Dis-nous tout, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce un film de gauchiste? Alors, grande question, parce qu'évidemment, on en a déjà parlé. En fait, moi, j'en ai beaucoup parlé dans l'autre émission, Repose in Peace, Popo Cucu. Quand j'ai apporté Bella Ciao, j'ai parlé un petit peu des partisans, du coup, italiens. Et Lucas et Elsa, si je me rappelle bien, ont aussi intervenu là-dessus. Et c'est vraiment cette question de quel est le rôle des partisans dans l'époque, à l'histoire italienne, dans le contexte qu'il y avait évidemment des fascistes un peu partout, disons-le comme ça. Et du coup, en vrai, c'est un film que je ne qualifierais pas tellement politique. Certes, c'est des gens qui sont descendants des partisans. Le personnage principal lui-même, il est enfant d'un partisan. Il a été plus ou moins grandi par le meilleur ami de son daron, qui était partisan, du coup, mais qui après, il est devenu voleur. Et l'autre meilleur ami du père qui arrive après dans le film, c'est un anarchiste qui d'ailleurs chante Addio Lugano Bella, qui est l'une de mes chansons préférées. Bref, du coup, disons que le fascisme est un élément qui est un peu partout, si on veut le dire comme ça. Non, un peu partout comme générique. C'est un peu partout parce que c'est vraiment l'époque, tu vois. Tu peux pas. C'est comme si tu fais un truc en France occupée par les nazis. Tu peux pas ne pas mettre les nazis dans ton film, tu vois. Du moment où tu vas un peu sortir dans les rues, tu vas tout à coup voir la Gestapo qui te parle, tu ne marches au marais, je sais pas. Du coup, c'est pour ça que le fascisme, il est vraiment présent. À part ça, je viens de regarder un peu sur IMDb un peu ce qu'ils disent là-dedans parce que ça m'intéresse vite fait. Et il y avait un commentaire qui était très intéressant et qui remarquait que
En gros, dans ce film, il y a 2 personnages féminins assez importants et 2 personnages masculins assez importants, à savoir le personnage du coup qui est Isola, du coup Lille, Yvonne qui est une meuf assez jeune, la meuf qui n'est pas aussi jeune, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, et le fasciste non plus. Mais bref, en tout cas, il y a, selon ce commentaire que je viens de lire, un symbolisme avec les couleurs qu'elles portent, ces deux personnages féminines, qui est assez important parce qu'en vrai, celle qui était avec les fascistes, qui est vêtue en noir, est un peu le régime qui part, alors que la jeune qui est vêtue en rouge, c'est un peu le post-fascisme en Italie, si vous voulez. C'est un peu la renaissance d'une Italie. Et c'est un peu, parce que pour rappeler un petit peu, c'est un film qui se passe vers vraiment la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis sont déjà au sud, ils ont déjà envahi la Sicile, ils sont en train de monter gentiment au nord. Du coup, la guerre est vraiment en train de finir. Et en gros, un autre truc qui n'est pas dans le synopsis que tu viens de lire, c'est que, bah oui, ils vont braquer El Duce, Mussolini, pardon, mais c'est pas pour rien, c'est pas parce que Mussolini voulait se réfugier en Suisse pendant que ça se calmait un petit peu. Du coup, en vrai, en tout cas, faut dire que c'est un film qui parle du fascisme, parce qu'évidemment, il est un peu omniprésent à l'époque en Italie, qui parle des partisans, parce que parmi les gens qui étaient un peu hors la loi, les partisans étaient un peu partout. Il y a même un groupe partisan qui apparaît à un moment assez important, pas les protagonistes du coup, mais un autre. Mais bref. Tout ça pour dire que c'est un film qui a beaucoup de politique autour, qui utilise même pas mal de politique, mais qui en soi finit par être une histoire d'amour. Et oui, c'est une histoire d'amour, c'est un peu un film de braquage comme tous, du coup on fait la team, tu vois. C'est celui qui sait comment conduire, celui qui sait comment escalader. Mais après il y a de l'amour, parce qu'on est sensible. Du coup c'est une histoire d'amour, mais en même temps de braquage, donc t'as dit que... il faisait la team, donc celui qui conduit, celui qui fait ci, celui qui fait ça. En gros, un Casa de Papel italien ou... Ouais, un Casa de Papel italien qui va faire chez les fascistes, qui est toujours fun, disons-le. Allez. Et puis, qui a des histoires d'amour, parce qu'il y a certains personnages qui sont très sensibles. D'un amour qui est peut-être paternel, ou d'un amour qui est amical, ou d'un amour qui est tout à fait romantique en fait. Du coup, il y a vraiment un peu ça. Le fascisme, oui, c'est une thématique qui est plus ou moins centrale, mais je dirais pas que c'est l'unique thématique centrale. C'est un peu comme ces films-là qui un peu tentent de parler de pas mal de trucs. C'est un film de braquage, c'est un film d'amour, je sais pas c'est quoi du coup. Mais je dirais que ce film tient la route, sachant que c'est un film qui veut faire beaucoup de choses. C'est un film qui a une bande musicale du coup, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais voilà, qui est très bonne, avec surtout Tutonero, qui est la version italienne de Painted Black des Rolling Stones, qui est au début et à la fin du film, et j'ai adoré. C'est franchement un film qui se mate très bien. Je venais de rentrer chez moi de l'uni à, je sais pas, 8h, 9h. J'étais un peu en PLS, j'avais pas d'énergie, j'ai regardé ça allait très bien. J'ai pu c'est un film avoir de grand spectacle, de divertississement. Je dirais pas que c'est tellement de spectacle, parce que c'est pas le truc que tu vas aller avec tes potes qui vont jamais au cinéma, tu vois. Mais quand même, c'est un de ces films-là que tu prends du plaisir. Ça tape des fachos de temps en temps, il y a pas beaucoup de sang, mais en même temps, il y a des fachos qui meurent, du coup c'est drôle, tu vois. C'est un peu ça. Du coup, ce serait un drame-action. Action et drame. Oui, mais à nouveau, l'action n'est pas gore du tout. C'est pas une question que ça soit gore. Un film d'action n'est pas gore. Non, pas forcément. Ça veut dire qu'il y a de l'action, c'est dire qu'il y a un oui, truc ça, qui oui, se il y a passe. 2-3 shootings et il y a une poursuite en auto, en bagnole. Ok. Du coup, ouais, il y a des éléments d'action. C'est pour ça que je disais, il n'y a pas vraiment un genre dans lequel il se met. Il y a aussi l'utilisation des comics qui est assez intéressante quand ils planifient les braquages, que j'ai pas mal aimé en fait, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et je l'ai vu et j'ai kiffé de ouf. Et puis une note générale que tu mettrais, ce serait... Ce serait un bon 7 sur 10, sachant que moi je suis relativement strict. Ok. C'est un bon 7 sur 10. Ok, donc t'as bien aimé. Et puis... Ça pour Dead Night par exemple, pour vous deux que je vous connais, vous devez le mater. D'accord. Ok, bon, bah je regarderai ça quand j'aurai du temps. Je pense que dans tous les cas, ça sera dans ma liste de... Exact. De toute façon, les catégories qu'il a indiquées, ce sont vraiment... Enfin, c'est un film de guerre, une comédie dramatique, comédie... Ah ouais, j'avais oublié le côté comédie qui est assez Ça a l'air d'être un film, en fait, très familial en soi, et ça aussi, il faudrait peut-être... Non, regardez pas avec la famille. J'ai pas l'impression... Il est pas rated R, il est pas en dessous de moins de 12 ans, c'est un film, genre, ouvert à tout le monde, de ce que je vois. De ce que je vois, il n'y a pas de limite d'âge, on va dire. Ouais, en vrai, quoique ça pourrait se thème avec sa famille. Sauf qu'il y a 2-3 scènes dans lesquelles on va être putain, pourquoi il y a ma mère à côté. Mais à part ça, ça va. Parce qu'il y a de queue
question de la sexualité. Non, mais c'est Il y un... a du sexe. Il y a du sax, mais il est assez soft. vanilla, quoi. Ouais, assez soft. Ouais, en Ouais, gros, d'où le c'est... fait que coup- c'est un film familial. C'est pas Ouais, un mais film tu peux te faire chier violent. d'être à côté de ta daronne. Oui, en gros, c'est du sexe, mais version M6 à 2h du mat, C'est quoi. du sexe Netflix. Voilà. Non, pardon, Netflix, elle a fait des trucs chelous. J'avais oublié. Non, en gros, c'est pas du HBO, quoi, niveau sexe. Ouais, c'est pas Game of Thrones, quoi. Ok. Mais du coup, est-ce que ce serait un film qui ferait du bien en ce moment, surtout avec ce qui se passe en Italie? C'est la grande question que je voulais poser aussi. Et du coup, est-ce que tu te dis ouf, tu soupires, tu te dis ah putain, ça fait du bien d'avoir au moins quelques gauchistes ou du moins un film qui a une connotation autre que la majorité des Italiens qui ont voté pour l'extrême droite en Italie. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et en allant même au-delà de ça, moi je vais me permettre de reprendre aussi ta question parce que c'était la grande question que je voulais te poser et qui était un peu le truc qui m'avait intéressé avec ce projet, c'est que tu fais bien de le rappeler, l'Italie vit une période politique actuellement qui est une période où non seulement c'est des gens d'extrême droite qui sont élus, mais des partis d'extrême droite qui sont vraiment issus et qui sont Exact. de la famille politique du fascisme. Et qui sont Qui se fiers de l'être revendiquent- aussi. et qui se revendiquent purement de l'héritage du Duce et l'héritage de Mussolini. Et c'est vrai que quand je vois un film qui sort qui s'appelle On va braquer Mussolini, donc on va rapiamo il Duce, et qui sort sur Netflix et qui sort aussi en Italie, moi la grande question que je me pose c'est est-ce que dans un contexte comme ça, est-ce que le film est sorti pour essayer de rajouter un peu de buzz? Est-ce que... Alors évidemment non, parce que un projet comme ça, il prend du temps avant de se construire. Mais est-ce que justement, la création même d'un film comme ça, qui met en avant la résistance italienne, qui a malheureusement beaucoup été oubliée dans les discours politiques en Italie, qui est très peu mis en avant, en tout cas par l'extrême droite évidemment très peu. Là, on remet en image la résistance italienne, on remet en image des gens qui ont vécu le fascisme et qui en ont souffert. Est-ce que d'une certaine manière, à ton avis, c'est en fait déjà un film qui est vachement politique pour juste la création en lui-même de son projet, ou est-ce que peut-être dans le message même, il y a des références à l'actualité, ou peut-être des références à la modernité italienne, ou en tout cas à la période politique que l'Italie est en train de vivre actuellement? Bah, déjà, si c'était planifié, ça c'est vite à répondre. La chute du gouvernement de Draghi et la montée de ce nouveau gouvernement de Meloni était assez soudaine. Et du coup, il n'y avait pas le temps, comme tu avais dit, de faire une grande production comme ça. De faire un Non, grand par film. contre, même avant la chute du gouvernement, il y avait déjà un terreau d'extrême Oui, droite très c'est vrai, puissant c'est depuis vrai, déjà plusieurs années. Mais la chute aussi forte qu'il y a eu du gouvernement Draghi n'était pas du tout prédicible. Ah oui, bien sûr. Ça, c'était un truc de... Tout à coup, on voit qu'il y a 3 partis qui sont partis du gouvernement et on comprenait pas ce qui se passait. Par contre, l'élément des partisans, il est présent, oui. Et je dirais pas tellement que c'est la revendication des partisans, mais la revendication de contre le fascisme, parce que les mauvais sont les fascistes. Par contre, ça, c'est un truc que j'avais oublié de dire, c'est que les protagonistes sont pas nécessairement partisans. Ils sont surtout voleurs. Ils sont descendants des partisans, parce qu'il y en a quelques personnages qui en ont fait partie directement, un anarchiste notamment par exemple, et le personnage principal qui est aussi enfant de partisans, et une autre personnage qui est aussi Renoir, et du coup évidemment être Renoir en Italie fasciste, c'est pas drôle quoi. C'était pas facile. Ouais, Je pense que disons-le c'était pas comme facile. ça. Mais en tout cas, ouais. le côté vraiment de revendication partisan n'est pas aussi là, parce qu'il y a aussi un autre groupe de partisans qui arrive à un moment et ils ont un peu la grande gueule et ils font un peu chier le protagoniste. Du coup, c'est pas tellement le truc de vivre les partisans contre le fascisme. C'est plutôt putain, ils sont chiants ces fascistes. Hein. Ok. Du coup, c'est un peu ambigu à dire, tu vois. C'est d'un côté, je pense que pour les gens qui sont pas tellement politisés, ça fera du bien, parce qu'évidemment, il y a le fascisme qui est remis comme les mauvais, ce qu'on a un peu oublié en Europe tristement. Par contre, pour les gens qui sont déjà assez engagés politiquement ou qui sont assez politisés en général, bah, ça leur donnera pas beaucoup plus que du plaisir de voir des fachos tomber. Eh bien, merci beaucoup à toi, Roberto, pour nous avoir parlé du coup de Robbing Mussolini, le film Netflix, donc que tu recommandes comme un film plutôt sympathique. De ouf. Et on va enchaîner. C'est un afterwork de ouf. C'est un afterwork de ouf. Et on enchaîne avec le tout dernier film de notre sélection pour aujourd'hui. Je vais vous parler de Deadstream. This is the most haunted house in the United States. Death Manor was built in 1880. Mildred lived here for 8 years in this house. She hung herself at the end of this hall. Tonight we're going to be monitoring 3 rooms, all of which have actual documented paranormal activity. I hope you all appreciate the public service I'm doing by being here. Are you still with what's her name? No, shh, we're here.
Oh, come on, that doesn't even look real. I'm not falling for this Photoshop hack job. This must be her journal! Mildred is collecting souls to create the family she could never have in life. Deadstream est donc un fan footage horrifique réalisé par Joseph Winter et Vanessa Winter, donc des frères et sœurs. Et pour la petite anecdote, alors je vous ai dit que X était réalisé du coup par un gars qui avait justement réalisé un film VHS, mais sachez que Joseph Winter et sa sœur ont aussi réalisé un VHS. Et oui, parce qu'en fait, ils ont réalisé le VHS 99, donc à savoir le tout dernier VHS qui est sorti. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, Deadstream est sorti littéralement 11 jours après VHS 99. Donc ça veut dire en fait tout simplement que ils ont sorti, donc Joseph Winter et sa sœur Vanessa Winter ont sorti littéralement 2 films au même moment, à 11 jours d'intervalle, en sachant que Deadstream, ça fait déjà apparemment, en regardant des interviews, ça faisait déjà depuis un an et demi qu'il était déjà réalisé. Alors le petit synopsis de base, après avoir été discrédité et ruiné à la suite d'une polémique sur internet, un streamer tente de regagner son public et se mettre en scène seul, en live, dans une maison hantée abandonnée. Mais c'était sans compter la colère de l'esprit vengeur qui habite dans ces lieux. Alors j'avoue, déjà je voulais vous en parler parce que je voulais replacer VHS 99 parce que, enfin, ou plutôt VHS, parce que VHS 99 je n'ai malheureusement pas encore pu le voir pour en parler, mais VHS, saga incroyable, et surtout tout mon amour pour les fan footage, parce que moi je suis un très très grand fan des fan footage. Alors il n'y en a pas des milliers de très bons fan footage, à mon sens on les compte plutôt sur les doigts de la main, mais je pense que c'est un style qui est très pertinent, qui malheureusement d'une certaine manière est un peu dépassé de mode depuis les années 2000, en tout cas fin 2010, la mode des fan footage est un peu morte, on va dire que le grand air des fan footage c'était entre les années 2000 et 2010. Je vais pas vous refaire toute l'histoire des fan footage, mais sachez que si vous êtes intéressé, de nombreuses vidéos existent pour vous expliquer l'histoire des fan footage, particulièrement un épisode de Chroma qui est réalisé par Karim Debache qui parle de Paranormal Activity. Je vous conseille d'aller voir cet épisode si vous voulez comprendre un peu ce que sont les fan footage, mais aussi parce que Deadstream est distribué en France, ou en tout cas dans la francophonie, par Shadows, la plateforme de streaming, qui est en fait tout simplement une plateforme de streaming centrée sur le film de genre, à savoir le cinéma d'horreur, le cinéma thriller, le cinéma SF. Ce n'est pas un placement de produit ce que je suis en train de faire, c'est juste que tout simplement je pense que c'est une des meilleures plateformes de streaming qui existent actuellement. Pour 5 balles, tu as littéralement une flopée de films qui sortent, des petites pépites. D'ailleurs, on avait pu déjà parler de cette plateforme de streaming avec une autre émission qui, d'il y a quelques années, enfin d'il y a un peu de temps, où on parlait qu'on avait en tout cas, on avait déjà fait gagner des passes pour Shadows. Donc du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de Deadstream qui m'avait déjà très interloqué sur cette plateforme de Shadows, qui est tout récent, qui est sorti pour Halloween? Eh bien, je pense que ce film arrive à vraiment redynamiser le fan footage de manière extrêmement pertinente. Je pense que c'est un film qui donne un petit courant d'air, qui arrive à réutiliser les codes des fan footage et qui arrive à le détourner d'une manière, ou plutôt qui arrive à reprendre ces codes pour en faire quelque chose de très très intéressant. Et surtout, je pense que le fan footage, enfin, ou plutôt ce film démontre qu'en fait, le fan footage, même si de nombreuses personnes le disent, le fan footage n'est pas mort du tout, bien au contraire. Ce film est vraiment une petite pépite d'horreur très intéressante qui vraiment, je ne peux que vous la conseiller. Alors, pour revenir vraiment sur le contenu même, déjà, il faut le dire, le film est flippant. Et très souvent, il y a des gens qui vous diront que c'est un film en moins de 12, ou en tout cas déconseillé aux moins de 12 ans. Alors moi, je vous dis la vérité, je pense vraiment pas. Je pense que le film est vraiment très flippant sur des trucs, ou en tout cas arrive à créer une vraie sensation de mal-être, une sensation d'angoisse à l'intérieur de cette maison. Parce que c'est vrai qu'il faut que je le précise, mais le concept en fait même du film, c'est tout simplement le fait qu'on va suivre quelqu'un avec des caméras embarquées qui est en train de visiter une maison hantée. Et en fait, vous êtes tout simplement dans un live stream.
Et en suivant du coup ce personnage, vous êtes vraiment au plus proche de l'action, vous êtes au plus proche de ce qui est en train de passer, à partir des caméras qu'il a sur lui, des caméras qu'il va coller dans la maison, et des caméras qu'il va pouvoir regarder, ou des vidéos qu'il va pouvoir regarder via sa tablette. Donc tout ce truc-là est extrêmement immersif, et donc ce côté immersif rend le film très très angoissant par rapport à la proximité qu'on a avec l'horreur de la maison. Et ça, c'est quelque chose de très pertinent. Le film, il est pas hardcore, il est pas glauque, il est pas violent pour rien. Il y a 2 ou 3 scènes un peu violentes, mais c'est pas forcément ça qui rend tout le cœur du film. En réalité, le cœur du film, c'est quelque chose d'assez simple. C'est Evil Dead en found footage. On sent énormément l'inspiration d'Evil Dead, donc notamment du 2e Evil Dead, qui est du coup dans la trilogie d'Evil Dead, le Evil Dead le plus drôle. Et donc évidemment, je ne peux que vous pousser à voir la trilogie Evil Dead, qui est à mon avis une des trilogies d'horreur de Sam Raimi, et même une des trilogies d'horreur du monde plus intéressante dans l'évolution qu'on peut avoir d'un film. Mais voilà, moi je pense vraiment que ce film en lui-même arrive à vraiment moderniser les codes du fan footage, arrive à vraiment rendre intéressant et moderniser ce concept à partir du streaming, à partir de se détacher un peu du style fan footage pour essayer de réussir à utiliser plusieurs autres caméras. Vous verrez qu'il y a vraiment cet élément-là, que le personnage peut utiliser plusieurs caméras, alors que normalement dans un fan footage, une seule caméra existe dans l'atterrissage du film. Là, on va en utiliser plusieurs, ce qui pourrait être considéré comme de la triche, mais en fait, ça rend l'image assez fluide. Et en plus, ça sert aussi avec le cadre que tu avais dit, qui était le fait que c'était un stream. Du coup, ça fait aussi du sens. Exactement, c'est hyper bien fait. Ça donne plaisir de voir des trucs comme ça. Ouais, parce qu'en fait, tu as vraiment l'impression que c'est quelqu'un et justement, j'ai regardé, parce que je me suis très intéressé par j'étais très intéressé par Joseph Winter et Vanessa Winter, et je vais vraiment les suivre ce qu'ils vont faire dans le reste de leur carrière, parce que on sent qu'ils ont une vraie passion de ce style, donc le fan footage, et on sent surtout qu'ils savent de quoi ils parlent quand ils parlent de fan footage, et quand ils parlent notamment de streaming ou de Twitch. Et ça, on le sent clairement, et c'est quelque chose de très très intéressant. Et un autre élément que moi je trouve très intéressant, ils arrivent à faire quelque chose qui est très difficile. Ils arrivent à justifier la bêtise d'un personnage dans les films d'horreur. Et ça, c'est très compliqué. Parce qu'on connaît bien, c'est un peu ce gimmick dans les films d'horreur de un personnage sait qu'il y a du danger quelque part, mais il y va direct. Et en fait, ici, il y a un élément scénaristique que je vais pas dire, que je vous laisserai découvrir, parce que vraiment, j'ai envie que vous allez voir ce film, qui est en fait un élément qui justifie pourquoi le personnage est poussé à aller vers le danger et de pas partir de ce danger. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est quelque chose de très très cool, tout en ayant en plus de ça, encore une fois, moi je reparle un peu enfin, j'ai pas encore abordé, mais pour la question du message du film, c'est intéressant comment c'est une critique des influenceurs, comment c'est une critique de YouTube, comment c'est une critique de l'apparence de Twitch, comment c'est une critique des streamers, même des gens qui suivent des Twitch. Il y a tout un peu ce truc, alors grande critique non, mais en tout cas, il y a toujours un peu ces éléments-là qui existent et qui en fait rendent pertinent l'ensemble du récit. Alors, c'est pas rempli de qualité, il y a aussi quelques défauts, je pense qu'il y a quelques twists qui sont un peu prévisibles, et on sent quand même un budget assez bas, notamment dans certains masques de certains personnages ou de certains monstres. On sent que ça fait un peu carton-pâte, un peu plastique, malheureusement. Ça se sent un peu, et j'avoue que ça te sort vraiment du film, mais hormis ça, je pense que la dose d'humour qu'arrive à avoir le film, donc encore une fois, je vous redis, inspiration Evil Dead, la dose d'humour qui est présente dans le film, elle est hyper bonne. On arrive à vraiment avoir ce héros qui est un peu teubé, en même temps très drôle. Il y a un peu tout ce truc-là, qui est même très intéressant entre le lien et l'interaction qu'il y a entre le fantôme et le personnage principal, qui est complètement un truc inspiré d'Evil Dead. Et donc, du coup, ça a vraiment plein de thématiques, mais notamment sur la question du voyeurisme, de la déshumanisation sur Twitch, des youtubeurs, de la célébrité, de l'apparence, des challenges, tout ça, c'est mis ensemble. Et ce qui fait pour moi, alors je vous ai parlé d'un film d'horreur juste avant, mais pour moi, Deadstream fait office, à mon avis, d'un bon film d'horreur qui est sorti cette année, ou en tout cas l'un des plus originaux. Et ça fait du bien de voir des petits jeunes, parce que vraiment, Joseph Winter et Vanessa Winter, c'est des petits jeunes qui sortent un peu de nulle part et qui te sortent un film comme ça, un film de found footage, un film avec des idées, un film innovant, je pense, sur certains... Enfin, innovant, ou plutôt original sur pas mal d'éléments. Et ça fait du bien, et vraiment, c'est le film... Alors, encore une fois, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, c'est quand même un premier film, il faut pas l'oublier, mais pour un premier film, je dois vous dire que je suis très optimiste par rapport à la suite du travail qu'ils vont pouvoir nous fournir, et j'attends vraiment avec très très hâte les prochains projets que ces derniers vont pouvoir nous offrir.
Voilà, en tout cas, c'était mon avis pour Deadstream. Je vous le reconseille vraiment grandement d'aller voir Deadstream, qui est un super film à mon sens. Pas exceptionnel non plus, mais vraiment un film très sympa, qui est disponible sur la plateforme de Shadows. Donc je vous conseille grandement d'aller jeter un œil sur Shadows. C'est pas cher et vous avez un catalogue assez hallucinant de films et je peux que vous conseiller d'aller voir ça. Et on touche tout simplement au but. On touche au but avec beaucoup de problèmes techniques. C'est vrai que vous qui écoutez l'enregistrement, vous avez un épisode qui est monté. Mais sachez qu'on a eu des problèmes dans le studio. On a eu beaucoup de soucis à réaliser cet épisode. Mais pourtant, ça nous a fait plaisir. Comme d'habitude, ça nous a évidemment fait plaisir de réaliser et d'être avec vous pour ce 15e épisode. Je me permets de donner, comme d'habitude, le petit tour de table aux chroniqueurs et aux chroniqueuses. On commence avec toi, Elsa. Elsa, comment ça a été pour toi cet épisode ? Bah écoute, malgré toutes les difficultés, nous avons vaincu la machine d'enregistrement et nous avons pu faire cette émission de podcast. Et bien évidemment, comme d'habitude, merci d'avoir choisi Fréquence Banane et plus particulièrement Vidéo Club. On se voit mercredi prochain. Bisous. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Presque. Mais on y était. Et toi, Roberto, je suis très bien en fait. Et commencer le début de l'émission. Non, en gros, franchement, ça m'a fait grand plaisir d'être ici. Comme toujours, comme d'hab. Pas beaucoup de films, c'est vrai. Mais aussi, nous, on était un peu en PLS. Du coup, de la qualité, pas de la quantité. C'est vrai, tu as bien raison de le dire. Et c'est vrai que le nombre de films qu'on avait aujourd'hui, c'était misérable. C'était pas... On avait quand même 4 films, ce qui est pas non plus horrible, mais... C'est pour ça qu'on a décidé de vous sortir l'épisode de l'interview avec justement Simone Yenni de La Nuit des courts-métrages. Allez le voir, on peut que vous conseiller d'aller voir s'il est déjà sorti, d'aller voir cet épisode. En tout cas, un très très grand merci de nous avoir écoutés. On vous invite à nous suivre sur Instagram, sur Facebook. Si vous écoutez l'émission sur Spotify, et nous mettre les 5 étoiles et surtout à mettre la cloche, à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Un très très grand merci encore une fois à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et comme d'habitude, on le dira jamais assez. Vive le cinéma. Ciao ciao. Nom d'un chien, c'est fini, tout s'allume. À mercredi prochain.